c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Deuxième partie de notre lecture vers un ordre mondial nodal, la traduction du brillant article Towards a Node World Order de Michael Goldstein. La semaine dernière, Bitstein nous décrivait l'ordre mondial fiat, son émergence, sa domination, comment l'État a conduit ce hold-up sur la gestion de la monnaie, tirant parti des limitations et des vulnérabilités de l'or, cette ultime monnaie marchandise vers laquelle l'humanité avait convergé. L'État impose des substituts papier, impose leur cours légal, séduit les banques qu'il coopte dans son entreprise centralisatrice, et le voici aux commandes de ce monopole qui lui ouvre un train de vie open bar toujours plus dispendieux qu'il peut masquer par une redistribution visant entre autres à lui assurer un soutien idéologique sans faille. Bitstein nous a rappelé aussi comment l'État dominant, muni d'une telle arme invisible, peut étendre son pouvoir d'exploitation sur d'autres territoires sans même avoir besoin de recourir à la guerre ou à la conquête, et qu'à l'échelle individuelle, il se réserve désormais le droit de fermer ton compte en banque ou de le bloquer sur la base de simples caprices politiques. Et la première partie de cette lecture s'achevait donc sur le constat suivant. En l'absence d'une percée technologique majeure soutenue par l'opinion publique, l'humanité est comme coincée dans ce scénario piège. Et c'est là, au moment où tout espoir semble vaincre, notre gladiateur entre dans l'arène. Bitcoin corrige cela. On y va. Vers un ordre mondial nodal. Comment Bitcoin élimine l'inflation et favorise l'épanouissement humain. Par Michael Goldstein. Deuxième partie. Bitcoin corrige cela. Le seul moyen d'être sûr que vos données d'indexation sont sécurisées, c'est d'effectuer vos propres vérifications et indexations. Satoshi Nakamoto. En 2009, l'économie était bien engagée dans la révolution numérique. Un certain nombre de technologies clés avaient été adoptées et largement diffusées, notamment les arbres de hachage, la cryptographie à clé publique, les réseaux peer-to-peer et l'algorithme de hachage sécurisé SHA-256. Un brillant programmeur pseudonyme, nommé Satoshi Nakamoto, combina ces technologies pour créer Bitcoin. Bitcoin résout ce que l'on appelle le problème de la double dépense sans autorité centrale. N'importe quel autre système de monnaie numérique existant, y compris les monnaies fiat existantes et les infrastructures de paiement qui en dépendent, ainsi que d'autres monnaies numériques, nécessite une autorité centrale afin de dicter et conserver l'historique réel d'un registre monétaire, afin de s'assurer que les mêmes unités de monnaie ne sont pas dépensées à deux reprises. Bitcoin, au contraire, décentralise la tenue des comptes et utilise un système de preuve de travail pour maintenir un consensus sur l'historique réel du grand livre entre comptables indépendants. Un nœud complet Bitcoin est un comptable indépendant. Il se connecte au réseau Bitcoin, télécharge l'ensemble de l'historique du grand livre et valide chaque bloc et chaque transaction reçue à partir des règles de Bitcoin qu'il a adoptées. Chaque nœud complet fonctionne de manière indépendante selon sa propre instantiation du logiciel et les règles qu'il contient. Les entrées de transactions doivent être signées cryptographiquement par la ou les clés privées correctes.
Ces entrées doivent pouvoir être reliées à des sorties de transactions valides. La valeur totale des entrées doit être supérieure ou égale à celle des sorties. En outre, les blocs doivent comporter des transactions valides dont les entrées n'ont pas déjà été dépensées. Ils doivent inclure un pointeur vers un bloc valide précédent. Ils doivent avoir un nonce de preuve de travail associé qui permet une collision de hachage partielle d'une certaine difficulté de calcul. Ils doivent inclure une seule transaction Coinbase qui n'a pas d'entrée mais dont la sortie ne doit pas être supérieure à la subvention du bloc actuel plus les frais de transaction. Il existe de nombreuses autres règles qui sont vérifiées automatiquement chaque fois qu'une transaction ou un bloc atteint un nœud Bitcoin. Dans son ensemble, le nœud complet instancie un comptable automatisé qui représente la volonté de l'utilisateur, indépendamment de qui que ce soit d'autre dans l'univers et sur la base d'une configuration particulière des paramètres du réseau de son choix. Le réseau Bitcoin a été conçu de telle sorte qu'un nœud complet peut fonctionner dans un bunker coupé du reste du monde, à l'exception d'une seule connexion Internet. Un nœud complet peut juger par lui-même de toute donnée qu'il reçoit et qui prétend être un bloc ou une transaction valide. La preuve de travail permet au nœud complet d'ordonner correctement les données. Il suffit d'un seul bloc avec une preuve de travail plus difficile pour que le nœud complet sache exactement comment réorganiser sa copie de la blockchain pour rejoindre le consensus. Une attaque Eclipse, par laquelle un nœud complet n'est plus connecté qu'à des nœuds adversaires, ne peut persister que jusqu'à ce que ce nœud parvienne à recevoir une seule charge utile d'entête de bloc de 80 octets qui raconte une histoire différente. Une fois que le nœud complet reçoit un bloc et des transactions et qu'il valide les données, il connaît l'état du réseau Bitcoin et il le connaît avec certitude. Un nœud complet Bitcoin est une machine à certitude. Lorsqu'un utilisateur exécute un nœud complet, il obtient un niveau de certitude sur un réseau monétaire qu'aucun humain n'avait avant l'existence de Bitcoin. Toutes les autres technologies monétaires sont criblées d'incertitudes. Bitcoin résout ce problème. L'objectif fondamental de l'ingénierie de Bitcoin est de résoudre deux problèmes, la double dépense et l'émission. Le premier problème est résolu par l'horodatage de la preuve de travail. Le second, par l'ajustement de la difficulté et les exigences portant sur les transactions de Coinbase. Comme nous allons le voir, résoudre ces deux problèmes et les solutionner comme l'a fait Bitcoin a permis de colmater les failles de sécurité qui, dans les technologies monétaires précédentes, occasionnaient des incertitudes exploitées à des fins politiques monopolistiques. La première étape vers un contrôle étatique de la monnaie a consisté à en monopoliser la frappe, afin d'introduire un modèle de confiance pour la vérification des pièces. Bitcoin a résolu ce problème en introduisant un grand livre de compte sécurisé par cryptographie, dans lequel la validité d'une unité est vérifiée automatiquement et instantanément. L'exploitation d'un nœud permet à un utilisateur de s'assurer que l'offre et la qualité de toutes les unités sont mathématiquement saines. L'offre est gérée par des règles de subvention strictes pour la transaction Coinbase et les exigences de difficulté de preuve de travail et l'échéancier par l'ajustement de la difficulté. Les destinataires des unités de Bitcoin nouvellement émises ne peuvent réaliser un bénéfice que dans la mesure où ils peuvent continuer à trouver des sources d'énergie et du matériel rentable dans un contexte fortement concurrentiel et non simplement en ayant obtenu un monopole légal pour produire des pièces à un prix supérieur à la valeur de fusion. Bitcoin résout le seigneuriage. La seconde étape a consisté à encourager l'utilisation de substituts monétaires au lieu de la monnaie marchandise elle-même. Cela n'est pas malveillant en soi, car les substituts monétaires permettent d'effectuer des transactions qui seraient autrement prohibitives en raison des coûts de stockage et de transport et du manque de divisibilité. Cependant, cela introduit nécessairement un risque de contrepartie associé à la banque qui détient la monnaie, ce qui demande aux utilisateurs de rester confiants qu'elle dispose bien de la marchandise pour un échange. Les coûts de stockage et de transport de Bitcoin sont en revanche de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à ceux de l'or. Le stockage des Bitcoins ne nécessite fondamentalement que la capacité de conserver une clé privée de 256 bits.
Le coût de stockage des clés de Bitcoin est indépendant de la valeur du Bitcoin et cela vaut que les clés détiennent ou contrôlent quelques satoshis ou quelques milliers de Bitcoin. Comme pour les logiciels et les informations pures, des méthodes de stockage innovantes peuvent être adoptées. Là où toute autre monnaie en circulation nécessite de placer des unités dans un coffre-fort ou un registre centralisé, les nœuds complets Bitcoin reconnaissent l'utilisation de transactions à signature multiple, multisig, permettant un stockage décentralisé qui peut même être plurijuridictionnel. Les clés peuvent également être stockées dans la mémoire de l'utilisateur, ce qui permet de se passer d'un emplacement physique pour le stockage, ce qui peut s'avérer utile pour se prémunir contre l'incertitude politique. Bitcoin ne nécessite pas non plus l'ouverture d'un coffre bancaire pour déposer des fonds supplémentaires. Le transport et le règlement sur Bitcoin sont beaucoup moins chers que sur tout autre réseau monétaire existant, y compris la monnaie fiduciaire numérique, car elles peuvent se produire entre deux clés n'importe où dans le monde et à tout moment pour un coût relativement faible. Le règlement peut se faire en 1 heure ou instantanément grâce au réseau Lightning, alors que l'or pâtissait d'une limite à sa divisibilité, rendant difficiles les transactions de petites quantités d'or en l'absence de substitut monétaire, le Bitcoin peut être échangé facilement pour de petits montants, en particulier avec le réseau Lightning qui permet des montants inférieurs aux Satoshi. En outre, les coûts associés aux transactions sur la monnaie Bitcoin de base sont uniquement fonction de la consommation de données, de sorte que la valeur du Bitcoin peut augmenter à l'infini sans pour autant entraîner des coûts extrêmement élevés. L'exécution d'un nœud complet permet à son utilisateur de devenir sa propre banque, de sorte qu'aucune banque émettrice de billets n'est nécessaire, ce qui empêche tout problème de contrefaçon ou de double dépense, à moins qu'une personne ne décide délibérément de prendre un risque de contrepartie. Par exemple, l'introduction d'un substitut de monnaie sur un exchange ne peut affecter la monnaie de façon systémique, mais seulement de façon localisée les utilisateurs de ce substitut. Dans la mesure où l'on peut considérer une deuxième couche telle que Lightning comme un substitut monétaire, un utilisateur peut maintenir son propre nœud complet, et chaque unité est cryptographiquement liée à la monnaie de base réelle, garantissant ainsi que chaque transaction est valide selon la comptabilité de son nœud complet Bitcoin. Les utilisateurs habitués à un niveau d'exigence plus élevé en matière de règlement indépendamment vérifiable de la monnaie de base et de certains substituts monétaires, ils peuvent nourrir des attentes beaucoup plus élevées et des exigences beaucoup plus strictes vis-à-vis des services tiers, ainsi que davantage d'outils pour identifier les mauvais comportements à corriger rapidement dans le processus du marché. Cela permet également d'interfacer la monnaie de base d'une manière qui résiste à la censure. Dans un système bancaire entièrement fiat, tous les paiements reposent sur des substituts monétaires imposant le recours à des contreparties qui peuvent bloquer les transactions et fermer les comptes. En étant leur propre banque, les utilisateurs de Bitcoin peuvent diffuser des transactions comme ils le souhaitent, et pour peu que des frais suffisamment élevés soient payés, un mineur peut, avec une preuve de travail suffisante, inclure la transaction dans un bloc qui, à son tour, met à jour la blockchain sur chaque nœud partageant le même ensemble de règles. Si vous exécutez un nœud, vous pouvez vérifier avec la même certitude que n'importe quelle autre transaction que le paiement a réussi. Étant donné qu'un nœud Bitcoin complet est censé pouvoir fonctionner dans un bunker, la commercialisation du Bitcoin tend vers la production de logiciels rétrocompatibles. Si les règles devaient changer d'une manière incompatible avec le passé, un utilisateur serait obligé de consulter une source de logiciels de confiance pour obtenir les logiciels et les règles correctes chaque fois qu'il souhaite se synchroniser avec le réseau. Cette tendance renforcée à la rétrocompatibilité garantit aux opérateurs de nœuds que leur compréhension du réseau, en particulier de leur propre solde, et que leur capacité à dépenser leurs pièces resteront intactes. On ne peut pas en dire autant des utilisateurs de systèmes monétaires fiat qui se réveillent en découvrant qu'ils ne peuvent plus accéder à leur argent, souvent sans aucun recours. Enfin, l'utilisation d'un nœud Bitcoin complet confère l'assurance accrue d'un contrôle individuel sur la divulgation d'informations d'identification à des tiers. Le réseau Bitcoin fonctionne de manière pseudonyme. Mais dans le cas d'échange, des informations peuvent être partagées sur la propriété des adresses,
pouvant révéler l'identité, les soldes et la manière dont les bitcoins sont stockés. En utilisant un nœud complet, un utilisateur réduit le nombre d'informations qu'il doit partager pour s'interfacer avec le réseau et peut donc réduire le niveau d'incertitude associé à la diffusion publique de certaines informations qui pourraient être utilisées contre lui par de mauvais acteurs. L'architecture novatrice et révolutionnaire de Bitcoin, conçue pour permettre une propriété et une vérification indépendantes, efface complètement les problèmes clés qui ont conduit à la centralisation de l'or. Bitcoin a réparé la monnaie, et cette réalisation est désormais à la portée de chaque individu. Nœud Bitcoin et individualisme méthodologique. L'école autrichienne emploie l'individualisme méthodologique parmi ses outils de discernement de la théorie économique. Alors que certaines écoles de pensée professent qu'un groupe peut être doté d'une volonté propre, les Autrichiens reconnaissent que ce groupe est lui-même composé d'individus dont nous pouvons analyser les actions. Ludwig von Mises écrit, je cite, « Il faut d'abord se rendre compte que toutes les actions sont réalisées par des individus. Un collectif fonctionne toujours par l'intermédiaire d'un ou plusieurs individus dont les actions sont liées au collectif en tant que source secondaire. C'est le sens que les individus agissant et tous ceux touchés par leur action attribuent à une action qui détermine son caractère. C'est le sens qui marque une action comme étant l'action d'un individu et une autre action comme étant l'action de l'État ou de la municipalité. Le bourreau, et non l'État, exécute un criminel. C'est le sens des personnes concernées qui discernent dans l'action du bourreau une action de l'État. Un groupe d'hommes armés occupe un lieu. C'est le sens des intéressés qui imputent cette occupation non pas aux officiers et aux soldats sur place, mais à leur nation. Si nous examinons le sens des diverses actions accomplies par les individus, nous devons nécessairement tout apprendre des actions des ensembles collectifs. Car un collectif social n'a pas d'existence et de réalité en dehors des actions des individus qui le composent. La vie d'un collectif est vécue dans les actions des individus qui constituent son corps. Il n'y a pas de collectif social concevable qui ne soit pas opérant dans les actions de certains individus. La réalité d'un ensemble social consiste en ce qu'il dirige et libère des actions déterminées de la part des individus. Ainsi, le chemin vers une connaissance des ensembles collectifs passe par une analyse des actions des individus. Il en va de même pour Bitcoin. Le réseau Bitcoin n'a pas de volonté propre. Il s'agit d'un groupe d'utilisateurs de Bitcoin qui agissent individuellement sur la base d'un ensemble de règles de réseau partagées. Chaque individu est libre de choisir un ensemble de règles ou un autre, et le réseau lui-même est défini par le consensus sur ce que sont ces règles. Tout réseau TCP/IP entre deux ou plusieurs ordinateurs est un Internet, mais un seul réseau TCP/IP est l'Internet. De même, tout réseau de nœuds Bitcoin est un réseau Bitcoin, mais un seul est le réseau Bitcoin. Lorsqu'un individu active un nœud Bitcoin, il exprime sa volonté quant à ce que devraient être les règles de Bitcoin, instanciées par un logiciel robuste qui ne permet aucune exception. Il n'a pas besoin d'autres raisons que son pur intérêt personnel pour activer le nœud. Ce dernier n'est pas censé ajouter de la sécurité au réseau dans un sens altruiste, où un nœud supplémentaire renforcerait un indicateur de sécurité particulier. Au lieu de cela, il ajoute au réseau une expression de ce qui définit une unité de Bitcoin que son utilisateur recevra et dépensera. Les utilisateurs ne choisissent pas seulement selon les règles qui les intéressent personnellement. Un utilisateur peut souhaiter des paramètres du réseau légèrement différents, peut-être avec une taille limite de bloc plus importante ou un nouveau type de transaction, mais au lieu de cela, il choisit la manière d'instancier son nœud selon ce qui est le plus susceptible de lui permettre d'effectuer les échanges économiques les plus intéressants. Même si une fonctionnalité qu'il désire peut lui être bénéfique, et même si d'autres pourraient la souhaiter, s'ils la comprenaient mieux, si l'instanciation de cette fonctionnalité empêche un consensus avec le réseau qui leur donne la plus grande capacité d'échange économique de valeur, ils peuvent en venir à accepter un tel compromis. La sécurité du réseau ne repose donc pas sur le simple fonctionnement d'un nœud, mais sur la vendabilité ainsi décrite par Carl Menger.
Plus il y a de personnes qui décident de faire tourner leurs nœuds ou de s'interfacer avec des nœuds soumis à un ensemble donné de règles de réseau, plus le réseau gagne en capacité d'échanges économiques. À mesure que le réseau gagne en capacité d'échanges économiques, davantage de personnes choisissent de faire tourner leurs nœuds ou de s'interfacer avec des nœuds qui suivent ces règles. Cette boucle de rétroaction continue à renforcer les règles répondant au mieux aux besoins du marché. Cette vendabilité est signalée dans l'économie par divers prix. L'un d'entre eux est le prix des unités de Bitcoin. Un réseau plus vendable sera plus demandé et les unités de ce réseau particulier coûteront donc plus cher. Empiriquement, nous constatons que les unités provenant d'un UTXO sur BTC se vendent plusieurs fois plus cher que les unités provenant du même UTXO sur n'importe lequel des autres forks. Un autre exemple est la difficulté de hachage. Comme les unités du réseau Bitcoin ont plus de valeur, les mineurs sont prêts à déployer plus d'efforts de calcul pour tenter de gagner une récompense. À nouveau, empiriquement, on constate que la difficulté pour résoudre la preuve de travail du BTC est de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à celle de ses forks. Ainsi, s'érige, comme le dit Stop and Decrypt, une forteresse de validation impénétrable. Plus l'activité économique est régie par un ensemble de règles, moins les transactions et les blocs en conflit avec ces dernières peuvent pénétrer le réseau, rejetés par les nœuds avant même d'être relayés vers d'autres nœuds. À partir de choix individuels de milliers puis de millions d'acteurs, un seul réseau Bitcoin, un système de comptabilité hyper discriminatoire, émerge comme le moyen et le protocole d'échange couramment accepté, et pluribus unum. Bitcoin n'est pas facultatif. Il n'y a pas de réseau Bitcoin en dehors des nœuds Bitcoin. Ceux qui ne gèrent pas leur propre nœud complet utilisent le nœud complet de quelqu'un d'autre. Lorsqu'une personne utilise le nœud complet de quelqu'un d'autre, elle fait confiance aux déclarations de cette entité concernant le nœud complet. La seule façon de savoir si vous interagissez avec Bitcoin comme vous l'imaginez est de faire tourner un nœud complet. Il suffit de détenir des clés privées pour disposer d'une propriété individuelle, mais ce n'est qu'avec un nœud que cet utilisateur peut avoir la certitude que les pièces existent réellement. Ce n'est qu'à travers une interface de nœud qu'il peut savoir si les adresses associées à ces clés ont reçu des UTXO. Plus précisément, ce n'est que par une telle interface qu'il sait que les adresses ont reçu des UTXO sur le réseau qu'ils imaginent. Les clés dépendent d'un nœud complet pour avoir la connaissance de leur relation avec le réseau. La capacité de vendabilité qu'offre le Bitcoin est inégalée parmi toutes les autres technologies monétaires. Il n'y a pas de clé privée digne de ce nom dans un système fiat, et il n'y a pas non plus d'audit significatif du réseau fiat. Tout acteur désireux de bénéficier des garanties du Bitcoin doit participer au réseau Bitcoin s'il souhaite se couvrir contre un ensemble donné d'incertitudes. Ce n'est qu'en détenant les clés des Bitcoins et en faisant fonctionner un nœud Bitcoin complet que l'on peut opérer avec de réelles garanties de propriété, de rareté et de résistance à la censure. C'est vrai pour le pauvre fermier du Salvador et c'est vrai aussi pour les individus et les institutions les plus riches du monde, y compris la Réserve fédérale. L'établissement d'un ordre mondial du Bitcoin. Même s'il peut sembler contradictoire qu'un État fondé sur la monnaie fiat s'intéresse au Bitcoin, l'application de l'individualisme méthodologique révèle que l'État lui-même est composé d'individus plutôt que d'un grand monolithe. Les individus qui composent l'État ont toujours leurs propres intérêts et besoins monétaires. Même là où Bitcoin serait susceptible de limiter le pouvoir de l'État, les individus pourraient eux-mêmes en bénéficier, ce qui les rend moins enclins à l'attaquer. Les États et les superpuissances eux-mêmes demeurent dans un état d'anarchie les uns vis-à-vis des autres. Ils peuvent toujours avoir besoin de commercer ou de rester compétitifs avec d'autres nations. Les petites nations qui ne disposent pas elles-mêmes du pouvoir d'imprimer de la monnaie peuvent, avec Bitcoin, se procurer un avantage et une indépendance à long terme, comme on l'a vu au Salvador. Partout où le commerce et l'épargne font face à des incertitudes, il est souhaitable de disposer d'un actif monétaire qui puisse les couvrir. Ainsi, bien que les États puissent ressentir un antagonisme envers Bitcoin, nous constatons également qu'ils ne sont pas omnipotents et qu'ils doivent, tout comme nous, naviguer dans une économie changeante marquée par des avancées technologiques. Si Bitcoin peut effectivement devenir une monnaie de réserve mondiale, la Réserve fédérale a tout autant besoin de son nœud complet et de sa cold card
qu'un Bitcoin toxique lambda de la plèbe. Ça ne veut pas dire que tous les États du monde, des plus faibles aux plus dominants, vont se contenter de passer au Bitcoin demain. Cela nous montre simplement qu'il y a plus en jeu dans la concurrence monétaire que la seule force brute. S'agissant de la concurrence monétaire, beaucoup de choses ont été écrites ailleurs sur le potentiel économique du Bitcoin à devenir une monnaie de réserve mondiale, mais on a moins parlé du potentiel de croissance idéologique du Bitcoin. Bitcoin résout essentiellement 3 problèmes de manière décentralisée. La propriété par le biais de la cryptographie à clé publique, la double dépense par le biais de l'horodatage par la preuve de travail et l'émission par le biais de l'ajustement de la difficulté de la preuve de travail. Le système étant fondé à partir d'un raisonnement contradictoire extrême, toute attaque réussie est considérée comme une faille fatale pour le système Bitcoin. Ces problèmes, à leur tour, ne sont que des sous-ensembles de problèmes plus importants, l'expropriation par l'État et la contrefaçon. Chaque fois que Bitcoin renforce ses défenses face à des versions mineures de ces problèmes, il met également en place des défenses contre les versions les plus odieuses de ces problèmes. Tout attaquant, présent ou futur, technique ou idéologique, se heurte à un système qui a déjà bâti ses mécanismes de défense contre lui. Toute attaque réussie qui ne tue pas Bitcoin enseigne au reste du réseau comment mieux s'en prémunir et se défendre contre toute autre attaque de même genre à venir. Aucune puissance de hachage ne peut forcer l'insertion d'un bloc invalide sur le réseau. Ainsi, lorsque les partisans de SegWit2x ont menacé de miner une chaîne de hard fork, davantage de bitcoiners ont compris l'importance de se fier à leur propre nœud plutôt qu'à celui de quelqu'un d'autre. Lorsque les exchanges furent piratés et les plateformes de prêt liquidées, davantage de bitcoiners ont pris conscience de l'importance de détenir leurs propres clés. Ils l'ont fait par prudence économique pour accroître leur certitude concernant leur argent tout en contribuant à renforcer la défense contre des acteurs plus puissants souhaitant lancer des attaques similaires à plus grande échelle. Dans le même temps, Bitcoin met à notre disposition une technologie monétaire d'une capacité et d'une vendabilité sans précédent, permettant d'atténuer les incertitudes qui ont hanté l'homme pendant des siècles, et présente des possibilités qui le rendent encore plus adapté dans cette époque toujours plus connectée à l'Internet. En outre, étant donné qu'il s'agit d'un pur logiciel, Bitcoin n'a cessé de développer ses capacités et promet de continuer à le faire. Tout acteur à la recherche d'une monnaie qui marche, c'est-à-dire toute personne agissant dans le cadre d'une division du travail développé, a besoin du Bitcoin. À mesure que l'adoption se poursuit, de plus en plus de personnes font confiance au réseau, ce qui encourage chaque participant à considérer de plus en plus sérieusement l'ensemble des solutions disponibles via une participation auto-souveraine, ainsi que la correction de toute vulnérabilité potentielle à de futures attaques. Au final, quiconque a besoin d'argent est attiré par Bitcoin et quiconque est attiré par Bitcoin est captivé par la défense de Bitcoin. Croissance économique et volonté de sécuriser et de défendre Bitcoin sont intimement liés. Dans un brillant essai intitulé « The Will to be Free, The Role of Ideology in National Defense », la volonté d'être libre, le rôle de l'idéologie dans la défense nationale, Jeffrey Rogers Hummel s'interroge sur la capacité d'une hypothétique société sans État à se défendre contre les attaques extérieures. Je cite. « Par l'acte même de renverser le gouvernement national, que ce soit pacifiquement ou par la force, les anciens sujets se seront forgés de puissants outils pour se protéger des gouvernements étrangers. Le même consensus social, les mêmes institutions et les mêmes impératifs idéologiques qui leur auront permis de se libérer de leur propre État seront automatiquement en place pour se défendre contre tout autre État qui tenterait d'occuper le vide laissé. À chaque étape de l'essor du Bitcoin, un nouvel ensemble d'individus doit mesurer les incertitudes auxquelles ils sont confrontés dans le monde et se demander si Bitcoin peut résoudre leurs problèmes. Ainsi, même si au début ils n'acquiescent pas, tous doivent commencer à discuter à travers le prisme Bitcoin ou shitcoin de tout changement à l'état actuel des choses concernant la souveraineté associée au Bitcoin qui requiert un nœud complet et la détention des clés privées. Bitcoin devient une fonction de forçage dans les discussions économiques pures portant sur l'actif à choisir à des fins monétaires.
Ceux qui, pour une raison ou une autre, en viennent à choisir Bitcoin se retrouvent engagés sur un chemin qui, par nécessité, raffermit leur résolution à maintenir Bitcoin exactement comme il est, ce qui, par nature même, correspond à une position implicite ou explicite contre toute double dépense et contrefaçon. Ceux qui adoptent Bitcoin voient sur le long terme une appréciation spectaculaire du pouvoir d'achat de leurs économies. Ils augmentent leur certitude quant à l'état et la valeur de leur monnaie et de leur réseau monétaire, quant à l'accès à leurs fonds et la capacité de les liquider. Chaque nouvel essor signale un succès qui assoit plus encore sa crédibilité pour les autres, et chaque croissance d'un ordre de grandeur émet un signal égal voire supérieur de capacité. Partant d'un seul utilisateur, ce processus a donné naissance à un réseau mondial avec des milliers de nœuds, des centaines de milliards de dollars de valeur et des États-nations entiers. Au fil du temps, à la question « Bitcoin ou shitcoin ?», il n'y a qu'une seule réponse. Ayant jeté les bases d'une solution au problème de propriété, de double dépense et d'émission à tous les niveaux d'attaque, le réseau Bitcoin devait devenir suffisamment fort économiquement pour encourager les gens à l'apprécier en tant que monnaie. Et la capacité même de Bitcoin à résister suffisamment à ces attaques pour devenir une monnaie de réserve mondiale a exigé qu'assez de personnes détiennent leurs clés et gèrent un nœud complet pour préserver un tel ordre. Une stratégie Bitcoin pour la paix mondiale. Après avoir créé une nouvelle monnaie de réserve mondiale fondée sur une technologie monétaire de vendabilité supérieure à tous les niveaux, l'humanité aura évolué vers un système d'exploitation économique fondamentalement meilleur. Les déficiences de l'or auront été corrigées et la facilité et les avantages de la monnaie fiat auront été adoptés sans avoir besoin de tiers de confiance. L'économie se développera plus rapidement grâce à une division du travail plus importante et plus coopérative qui pourrait même être renforcée par de nouvelles innovations logicielles renforçant les capacités technologiques du Bitcoin. Dans un tel monde à venir, la dépendance à l'égard du Bitcoin augmentera nécessairement, ancrant les acteurs économiques dans une culture faisant le nécessaire pour assurer la sécurité du Bitcoin. Sans capacité de double dépense et de contrefaçon, le monopole de l'État sur la monnaie cessera d'exister car personne n'aura de demande pour ses services. Dépourvus de leurs moyens de redistribution des richesses le plus rentables, on verra s'accroître la productivité dans une économie dont les ressources seront moins siphonnées hors de portée des entreprises productives. Cette croissance sera multipliée car ces mêmes ressources ne seront pas redistribuées vers des personnes et des institutions les employant pour générer un soutien idéologique à la redistribution elle-même. Les conquêtes militaires seront limitées car il faudra régler plus directement les dépenses de guerre, et l'impérialisme monétaire n'aura plus de raison d'être car aucun peuple ne sera prêt à adopter un shitcoin. Ceux qui auparavant étaient enclins à financer leurs entreprises par la contrefaçon et l'inflation disposeront désormais d'un mécanisme alternatif pour guider leurs actions. Dans un système où la capacité de production de l'économie augmente à un rythme plus élevé, l'augmentation du pouvoir d'achat de chaque unité de Bitcoin impose à chaque inflationniste en puissance de choisir entre conserver ses Bitcoins ou se battre contre un système monétaire qui ne peut pas perdre. Depuis le Genesis Block de Bitcoin, l'humanité n'a plus besoin de se fier à des tiers pour manier un outil aussi vital que la monnaie. Le peuple peut désormais gérer ses propres nœuds et détenir ses propres clés en maintenant une vigilance constante sur son argent et en l'utilisant comme bon lui semble. La révolution industrielle a libéré l'humanité du piège malthusien. Bitcoin, en mettant fin à la contrefaçon une bonne fois pour toutes, nous libère du piège de la monnaie fiat. Michael Goldstein, octobre 2022. Voilà, ça, c'est l'article de Bitstein, Towards a Node World Order, que je voulais vraiment te lire. C'est un texte à lire, à relire, et puis à méditer. Déjà là, si tu as pu glaner quelques pépites de compréhension, c'est bon. Il ne s'agit pas nécessairement de tout comprendre dès la première écoute, on en a parlé la dernière fois. Faut se donner du temps, faut ménager sa monture, faut laisser infuser, permettre à ton esprit de créer de nouvelles connexions, d'intégrer ces notions dans notre représentation du monde que Bitcoin révolutionne. Ce qui est assez marrant, c'est que paradoxalement,
c'est par l'irruption de cet objet technologique que notre représentation du monde va regagner en fidélité, coller un peu plus à la réalité. La monnaie fiat et son imprimante magique nous avaient comme hypnotisés. Elle avait rallié à son idéologie les acteurs les plus puissants du système, les banques, les universités, les médias, les géants industriels. Concrètement, elle avait bien progressé dans sa tentative d'arracher progressivement la connexion vitale de la civilisation au monde physique réel. Et contre toute attente, c'est à coup de centaines d'exahash par seconde, c'est par son proof of work, sa preuve de travail hors du commun, que Bitcoin permet un réancrage providentiel de la communauté des hommes dans une réalité thermodynamique universelle. Bon, n'étant moi-même pas thermodynamicien du tout, je te laisse quelques liens pour savourer les explications de Pierre Noisa et de Michael Saylor là-dessus. Moi, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais bon, ce qu'on retient, c'est que Bitcoin nous ramène à une monnaie on ne peut plus saine et qui respecte les lois régissant l'univers. Je vais pas revenir sur tous les éléments techniques que Bitstein décrit. C'est fait de façon admirable. Ça reprend en condensé beaucoup d'explications et d'analyses qu'on avait pu découvrir avec Parker Lewis. Il y a quand même un paquet d'images très parlantes, des vrais punchlines. Il y a cette première idée que dans cet ordre nodal en pleine expansion, chaque nœud complet est un comptable indépendant chargé d'appliquer rigoureusement un ensemble de règles choisies par son utilisateur afin de maintenir un consensus sur l'historique du grand livre distribué que constitue la blockchain Bitcoin. Il y a aussi cette idée assez forte que le nœud complet Bitcoin, c'est une machine à certitude. Chaque nœud donne à son utilisateur un niveau de certitude sur un réseau monétaire jamais atteint par aucun être humain. Donc c'est un truc un peu de fou. Tu peux à chaque instant vérifier l'exactitude de la promesse de Bitcoin, une émission monétaire programmée, 21 millions à chaque instant, qui que tu sois, où que tu sois, tu peux inspecter chaque bloc, chaque transaction, vérifier que le montant de la récompense aux mineurs respecte bien l'échéancier. Tu peux même, sur un même pool multicolore, cliquer sur ces petits cubes à 10, 20, 100 euros. Ouais, il y a le tien là aussi. Et puis là, beaucoup plus gros, une transaction de plusieurs millions d'euros. Toutes ces transactions pour une commission de quelques centimes qui vont trouver leur place dans le prochain bloc miné. Toutes ces transactions, elles seront ancrées à jamais dans le registre le plus immuable et sécurisé de tous les temps. Et ça, c'est accessible à tous pour $250 à peine. Un petit appareil que t'entends à peine et pour peu que tu disposes d'une connexion internet correcte, te voilà un nœud du réseau. T'es un membre actif de cette communauté humaine qui a choisi d'opter dès aujourd'hui pour le système monétaire de demain. Dans cette deuxième partie, on comprend aussi qu'à tout niveau, la supériorité, la vendabilité de cette technologie, elle est telle que cycle après cycle, elle va gagner des parts de marché sur sa concurrente fiat. La monnaie fiduciaire, elle aura bien vécu. Ça partait pas forcément d'une mauvaise idée, d'une intention malveillante. En tout cas, elle a permis de dépasser bien des limitations de l'or, mais elle a été sacrément pervertie. C'était sans doute trop tentant. Et donc, ce n'était qu'une question de temps avant que le génie de l'homme n'en vienne à bout. Nakamoto nous a livré une innovation qui va dans le sens de la vie, de la vérité. C'est la promesse d'une prospérité équilibrée. Et Bitcoin, on le voit bien, commence à se répandre comme une traînée de poudre. Alors certes, les États ont a priori tout intérêt à s'opposer à lui. Mais dans les États, il y a des hommes. Et entre les États, il y a du chaos et une concurrence qui les anime. Et puis, au fond, on aspire tous à réduire nos incertitudes s'agissant de la monnaie. On a tous, à titre individuel, intérêt à adopter un bien monétaire qui maximise notre capacité à préserver et échanger de la valeur dans l'espace et dans le temps. Et donc, il y a cette histoire de nœud quand même assez centrale dans l'article. Et tu auras bien compris, c'est pas complètement obligatoire, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Opérer un nœud, faire tourner un nœud chez toi, ça te place vraiment au cœur de la couche sociale de Bitcoin, cette couche qui est indissociable de l'infrastructure matérielle. Il y a quelques moments décisifs qui jalonnent la chute dans le rabbit hole.
Ça commence sans doute par ta première transaction on-chain, après avoir envoyé du fiat sur une plateforme d'exchange, et puis après l'avoir échangé contre du Bitcoin, tu te décides à rapatrier tes sats sur un wallet que tu viens d'installer sur un téléphone. T'es pas 100% sûr de ce que tu fais, c'est la première fois, t'espères que ça va bien se passer. Tu cliques OK, et puis là, mince, ça traîne. T'as bien fait copier-coller pourtant, mais là ça traîne et tes sats sont ni sur le wallet, ni sur la plateforme, et la transaction, tu la vois pas encore sur le même pool. Là, si t'as connu ce rush d'adrénaline, tu t'en souviens sans doute. Et puis bien sûr, quelques minutes plus tard, qui te semble une éternité, à toi, gros soulagement, les sats sont arrivés. Ça, c'est un peu la première étape. Ensuite, t'as une deuxième étape importante, celle du stockage à froid, où tu réalises que ton porte-clés, ton portefeuille physique ou ton cold wallet, tu l'appelles un peu comme tu veux, eh bien, il te donne le contrôle absolu, mais aussi l'absolue responsabilité de tes sats, de ta monnaie. Et là, le truc à faire, c'est de reset ton wallet, de le restaurer sur n'importe quel device, et tu peux le faire n'importe où sur Terre, n'importe quand, juste en rentrant ta seed de 12 ou 24 mots, tu reprends le contrôle complet sur tes fonds. Alors quand tu fais ça, tu réalises pleinement que cette série de mots que tu as écrit soigneusement sur un papier, c'est la clé d'accès à tes UTXO, tes Unspent Transaction Outputs, tes fonds quoi, et qu'il s'agit là vraiment d'une propriété insaisissable sur une blockchain immuable, incensurable, ouverte à tous. C'est ce temple inviolable que tu as choisi comme des millions de bitcoiners qui, comme toi, n'en reviennent toujours pas et célèbrent chaque jour l'entrée dans une ère nouvelle qui va être faite d'échanges intègres entre des hommes responsables. Et ça, c'est un second moment très très fort aussi. Et puis donc, il y a cette étape du nœud. Chapeau à tous les développeurs d'ailleurs, les builders, les bricoleurs qui nous sortent des solutions super conviviales que même un novice va pouvoir utiliser sans mal, tu vois. En quelques heures, te voilà l'opérateur d'un nœud complet du réseau Bitcoin. Tu valides toi aussi la conformité des transactions et des blocs et à tout moment, tu peux en toute autonomie auditer l'ensemble de la chaîne et consulter le solde de n'importe quelle adresse. T'as acquis un superpower, un truc qu'aucun roi ni empereur n'a eu avant toi. Et avec ton nœud, tu peux créer des canaux de paiement Lightning avec qui tu veux, un peu comme des ardoises avec ton boulanger ou ton épicier. Te voilà sur la couche secondaire de Bitcoin et tu peux streamer des sats per seconde, tu peux faire des transactions instantanées pour des montants si faibles et des frais si infinitésimaux que ça fait pâlir tout le secteur bancaire. C'est fluide, ça passe partout, c'est instantané, ça va du bush sud-africain au gratte-ciel américain, du bidonville de Lagos à la mairie de Lugano, c'est complètement mind-blowing. Ça, tu vois, c'est un peu les étapes normales, la progression typique qui te fait passer du stade d'acheteur de Bitcoin, qui les laisse sur une plateforme avec tous les risques de contrepartie que cela implique, au stade d'acteur du réseau Bitcoin, capable de transacter, d'auditer la chaîne en toute autonomie. Voilà, pour conclure cet épisode, j'ai été trouver 3 super tweets qui ont été pondus ce 13 mars 2023, alors que la population assiste médusée à une nouvelle série de faillites retentissantes dans le secteur bancaire. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature, Credit Suisse maintenant, qu'il va falloir à nouveau renflouer, même si bien sûr on parlera sans doute pas de renflouement, parce que ça se fait avec ton argent et sur le dos de tes enfants. Est-ce que les gens vont se laisser faire? Et jusqu'à quel point? Eh bien, voici ce qu'en dit, toujours avec beaucoup d'humour, notre giga-chad Michael Saylor. Il dit « Bitcoin, c'est mieux qu'une banque suisse dans la poche. » C'est un petit clin d'œil taquin à Barack Obama, qui en 2016 déclarait d'un air préoccupé que Bitcoin allait permettre à tout un chacun de se balader avec une banque suisse en poche. Et Saylor, le même jour, toujours très pédagogue, précise, comme pour enfoncer le clou, Bitcoin est une banque qui ne peut ni prêter, ni investir, ni parier, ni diluer, ni avilir, ni geler, ni saisir vos actifs. Bitcoin fonctionne en permanence, partout dans le monde, et rien ne peut l'arrêter. On a aussi ce tweet
de Robert Breedlove qui saisit l'occasion de ces images de files d'attente devant les agences de la Silicon Valley Bank pour rappeler Bitcoin est l'unique banque qui ne ferme jamais, qui ne fait jamais faillite et qui n'escroque jamais ses clients. Voilà, c'est des petits tweets assez rigolos, presque désopilants quand tu les lis dans le contexte un petit peu de l'excitation du moment. Mais faut se rappeler que c'est juste des observations de base, le genre de constat qu'un enfant de 4-5 ans devrait pouvoir faire assez vite en un instant, alors que pour nous, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il nous faut désapprendre, il nous faut nous arracher de la matrice idéologique et nous risquer à prendre en main souverain la pleine gestion d'un bien monétaire, certes encore un peu intimidant, mais vraiment invincible, taillé sur mesure pour l'ère de l'information. Voilà, merci à Michael Goldstein pour ce super article qui m'a permis à moi, comme à toi aussi, j'espère, de progresser encore dans cet apprentissage autour du Bitcoin. Je mets des liens vers d'autres contenus de Bitstein. Il y a notamment 2 courtes vidéos qui valent vraiment le coup. Un dernier mot enfin, pour tout ce qui est apprentissage pratique, achat de Bitcoin, transfert, transaction, choix et maniement de wallet et porte-clés, installation et utilisation des nœuds, etc. Je te renvoie vers l'Académie Découvre Bitcoin, qui a produit un large éventail de cours pratiques, des tutos conçus par des experts, très bien faits, très fiables. Donc j'ai vraiment envie de te dire, voilà, pour tous ces aspects pratiques de prise en main, eh bien, cherche pas plus loin, tu vas juste à l'Académie Découvre Bitcoin et tu seras bien pris en main par des gens qui vont te transmettre des informations claires et fiables. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente journée, une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.